Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une vidéo plus de type chit-chat. J'avais envie de faire une vidéo informative au sujet des ingrédients cosmétiques parce que c'est vrai que c'est une question que je reçois souvent. Quels ingrédients on peut mixer ensemble et quels on ne peut pas? Parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a certains ingrédients cosmétiques en fait qui vont comme s'entraider, tandis qu'il y en a d'autres qui vont se nourrir. On perd de l'efficacité, donc si vous voulez pas gaspiller votre argent, gaspiller votre temps aussi surtout, c'est aussi une question d'irritation. Si vous voulez pas endommager votre barrière cutanée, c'est important de savoir quels produits ne se layer pas entre eux. Je pense que cette vidéo-là va être intéressante et quand même importante sur ma chaîne parce que c'est normal au final de pas savoir tout ça par cœur. C'est jamais écrit sur les bouteilles de nos cosmétiques qu'est-ce qu'on peut mélanger et qu'est-ce qu'on peut pas mélanger ensemble. Donc si vous savez pas, il faut pas vous en vouloir, c'est normal. Mais au-delà de juste parler de qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui va pas ensemble, parce que ça serait assez sommaire quand même comme vidéo, j'avais envie d'en profiter puis de faire une vidéo complète en fait sur les ingrédients, sur les listing keys, sur toutes sortes de questions que vous pouvez avoir assez communes là, par rapport à ce sujet-là. Fait que j'aimerais ça qu'on parle un peu des catégories d'ingrédients, les familles d'actifs et tout ça, puis après ça, voir qu'est-ce qu'on peut mélanger, qu'est-ce qu'on peut pas mélanger. Fait que sortez un petit calepin si vous voulez, parce qu'il va y avoir beaucoup d'infos. Donc on va commencer largement avec les familles d'ingrédients. On pourrait catégoriser, si on veut, chaque cosmétique en 3 catégories. Donc dans les ingrédients, il y a les substances actives, il y a les substances de base et les substances auxiliaires. Les substances de base, c'est les ingrédients qui sont absolument essentiels pour faire un cosmétique, donc on s'en sort pas. Par exemple, l'eau plus huile va nous donner de la crème. Tu sais, ça va donner cette texture-là qui est comme le vaisseau un peu d'application parce que les ingrédients actifs, on les met pas purs sur notre peau, ça leur prend quelque chose pour être diffusé, donc des solvants qu'on appelle. Le plus courant, c'est l'eau. Et l'eau en cosmétique, je sais que c'est un débat. Il y en a qui disent « Ah, c'est plate, on paye pour ça, ça sert à rien », tu sais, parce que c'est vraiment de l'eau classique, quoi qu'elle a été purifiée, bien sûr, quand c'est dans les cosmétiques. Je suis plus ou moins en accord avec ça, c'est-à-dire que oui, il y a des compagnies qui vont prendre des eaux florales parce que ça a le plus de bienfaits, mais de dire que l'eau n'a pas sa place dans les cosmétiques, je pense que c'est quand même un peu poussé, au sens où c'est nécessaire, en fait, pour faire certaines textures, puis ultimement, et directement certains bienfaits à la peau. Faut dire aussi que l'eau est très bien tolérée par pas mal tout le monde, fait que ça reste un ingrédient qui est intéressant à ce sens-là pour que le produit convienne au plus de gens possible. Donc l'eau purifiée, les huiles végétales, les alcools, ça c'est vraiment des solvants typiques en cosmétique. Il y a ensuite les substances actives, ce qu'on appelle aussi les actifs ou les principes actifs. Donc c'est à ce niveau-là qu'on vient chercher l'efficacité d'un produit. Vous savez, les claims, les revendications qui vont être écrites sur une bouteille, mettons, je sais pas moi, sérum purifiant pour l'acné, ben c'est souvent avec les ingrédients actifs qu'on va venir traiter la problématique en question. Donc, ils sont vraiment responsables du fonctionnement du cosmétique. Et finalement, troisième et dernière catégorie, c'est les substances auxiliaires. Donc, c'est un peu toute la finition, tous les ingrédients qu'on ajoute, soit pour améliorer la texture d'un produit ou, par exemple, le conserver plus longtemps. Donc, les conservateurs vont être dans cette catégorie-là, tout comme les parfums, les colorants, etc. Fait que ça aussi, on y reviendra sous peu, là, plus en détail, mais c'est la troisième catégorie qui a l'air plus facultative, mais qui dans le fond, l'est pas tant que ça. Maintenant, pour le chapitre quoi mixer ensemble et quoi ne pas mixer ensemble, on va reprendre les 3 mêmes catégories si vous le voulez bien. Donc, en commençant par les substances de base. Ça, je vous dirais qu'en soi, il n'y a pas de problématique de quoi mix and match pour ces ingrédients-là parce que c'est vraiment des substances de base. Généralement, c'est des ingrédients, tu sais, très versatiles, très bien tolérés. Donc, c'est pas tant au niveau de faire une réaction cutanée, c'est plus au niveau de votre appréciation personnelle puis de votre type de peau. Parce que je vous donne un exemple, si vous lisez, vous commencez à lire les ingrédients derrière vos produits puis que vous vous rendez compte que, je sais pas moi, dans votre démaquillant, dans votre sérum puis dans votre crème de jour, il y a de l'huile de coco, ben ça se peut que, surtout si vous avez une peau un peu plus grasse, ça se peut que ce soit trop riche, trop comédogène pour vous. Donc, en ayant analysé les substances de base, on pourrait se rendre compte que sur notre visage, tu sais, c'est pas une routine qui est adaptée pour nous, par exemple. Fait que comme on regarde pas au niveau des actifs, mettons, je sais pas, t'as de la paraffine ou du beurre de karité dans ta crème, c'est plus l'ordre d'application des produits puis votre type de peau, tu sais, que ça va être important de regarder parce que c'est ça, en soi, il n'y a pas d'actifs, fait qu'il n'y aura pas de danger comme tel à mix and match, je sais pas si vous me suivez jusqu'à date. Si vous construisez votre propre routine à la maison, donc vous allez chercher des sérums, des crèmes, des affaires dans toutes sortes de marques, tu sais, juste regarder un peu la commodogénicité
je l'ai eu, des produits pour pas avoir de mauvaises surprises. Puis sinon, ben c'est sûr qu'en général, moi, je conseille quand même d'y aller en ordre d'épaisseur de produits. Donc, si on fait du layering, toujours du plus léger au plus gras, ok? Donc, les produits plus à base d'eau en premier, puis après ça, on monte graduellement vers tout ce qui est plus crémeux et huileux. Donc, ça peut aider à rendre notre routine agréable et efficace. C'est pas un absolu en soi, mais moi, perso, je préfère faire dans cet ordre-là, qui me semble beaucoup plus logique. Pour les substances auxiliaires, maintenant, c'est le même principe. En soi, il n'y aura pas de problème comme d'interaction entre, je sais pas moi, vos conservateurs, tu sais, peu importe combien de produits vous empilez sur votre peau, il n'y aura pas de risque d'irritation normalement là, à ce niveau-là. Il faut juste faire attention, en fait, si vous savez que vous avez certaines sensibilités ou allergies à certains ingrédients, exemple le parfum, exemple les conservateurs, comme on a dit tantôt, ça fait partie de cette catégorie-là. Donc les conservateurs, là, on va faire une petite liste un peu de c'est quoi tous les additifs, mais les conservateurs, c'est plate là, mais sont un peu essentiels. Où est-ce qu'il y a de l'eau, il y a de la vie, donc s'il y a de l'eau dans votre crème, ça prend absolument un conservateur puis un bon. L'affaire, c'est qu'on n'a pas besoin d'en mettre une tonne, souvent c'est très bas dans la liste d'ingrédients parce que à très faible pourcentage, on parle des fois de 0,0 quelque chose, ça fait sa job, tu sais, ça permet en fait au produit de rester une fois ouvert ou fermé sur des tablettes, bon pendant des mois, voire des fois des années. Donc les conservateurs empêchent le développement de micro-organismes, de bactéries, de toutes sortes d'affaires, de champignons en fait que vous voulez pas avoir dans votre crème parce que ce serait pas bon non plus de s'appliquer ça sur le visage. Donc ça reste une catégorie d'ingrédients qui est controversée, hein, on le sait, mais moi je vous dis c'est quand même essentiel à un certain stade, ben, selon le type de cosmétique bien sûr, mais quand il y a de l'eau entre autres, c'est absolument nécessaire pour pas avoir de problème par la suite. Puis les conservateurs en passant, en terminant, il y en a d'origine naturelle, il y en a d'origine synthétique. Donc très longtemps, ça a été les parabènes qui ont dominé le domaine cosmétique, mais à cause du marketing de la peur, ben là, c'est plus un ingrédient qu'on retrouve sur les tablettes. Il a été remplacé rapidement et majoritairement par le phénoxyéthanol. Fait que vous allez souvent voir ce mot-là dans votre listing key derrière vos cosmétiques. Autre additif, il y a les parfums qui peuvent être encore une fois d'origine naturelle ou synthétique. Peu importe leur origine, ça reste que les parfums ont un certain potentiel allergène. Donc c'est pas rare qu'on entend des gens dire qu'ils sont allergiques à des parfums, donc ils cherchent des produits sans parfum. Et sachez que les parfums, c'est jamais détaillé en fait dans les produits parce que ben, c'est comme des recettes secrètes. Là, si une compagnie de shampoing est fière de son odeur, ils vont pas écrire qu'est-ce qu'il y a dedans, tout simplement parce qu'ils veulent pas se faire copier à ce niveau-là. Un autre additif, c'est les filtres UV, donc il y en a une couple, là, selon les pays, différents sont autorisés et on peut rajouter ça par exemple dans une crème, dans un fond de teint, dans toutes sortes d'affaires, donc c'est un additif. Il y a aussi les PFAS qu'on ajoute en fait pour donner beaucoup de tenue aux produits, donc les rendre entre autres waterproof, c'est des forever chemicals qu'on appelle, donc en ce moment c'est très débattu, il n'y en a pas que dans les cosmétiques en passant, mais ça reste que c'est un autre additif, tout comme les colorants, hein, qui donnent des fois de belles couleurs roses à notre crème, qui sont pas essentiels, mais qui sont vraiment pour l'appréciation du produit, là, tout comme le parfum. On a ensuite tous les épaississants et les texturisants qui vont vraiment encore là rendre le produit super agréable à utiliser puis modifier sa viscosité. On a les humectants comme l'urée ou la glycérine qui viennent vraiment comme attirer l'eau puis surtout la garder dans la peau. On a aussi les émulsifiants qui permettent à deux ingrédients pas trop compatibles, mettons un qui aime l'eau, un qui aime l'huile, de se mélanger facilement ensemble. J'espère que je vous ai pas perdu. Ça c'était un cours 101 un peu de qu'est-ce qu'on retrouve dans les cosmétiques puis pourquoi c'est là. Maintenant on revient à notre troisième et dernière catégorie qui est les substances actives. Donc on va parler un peu des catégories, genre des familles, puis après ça je vais vous montrer mon tableau avec toutes les do's and don'ts par rapport au mixage d'ingrédients. Ça s'en vient, ne vous inquiétez pas, hold on. Donc comme on a dit tantôt, les actifs c'est vraiment la raison du cosmétique. Donc si on cherche des propriétés éclaircissantes, anti-taches, de la régulation du sébum, un effet anti-UV, un effet anti-inflammatoire, etc. Là pour les familles, moi je les ai comme synthétisés un petit peu, peut-être qu'on pourrait en trouver encore plus, mais si on part maintenant, on pourrait y aller avec la grande famille d'actifs qui est les vitamines. Donc par exemple la vitamine A qui est anti-âge, la vitamine E qui est antioxydante, la vitamine C qui l'est également, puis qui a aussi des propriétés éclaircissantes. Il y a la vitamine B3 aussi, ou donc la niacinamide, qui va avoir toutes sortes de propriétés. Là, on va le revoir tantôt dans mon tableau. Mais ça, c'est une première catégorie. Après ça, toujours dans les actifs, on aurait la famille un peu des protéines et des peptides. Donc collagène, élastine, peptides de cuivre, l'argireline, le matrixyl, tu sais, tous les termes que vous avez peut-être déjà vus là, à l'endos des produits. Tout ça, c'est des choses qui vont jouer en fait, entre autres, sur la fermeté de la peau. Ça va avoir des effets un peu plus à long terme là, sur l'anti-âge, si on veut. Après ça, on a les minéraux et oligo-éléments. Donc, par exemple, le zinc qui va être utilisé parfois dans les produits anti-acné, il y a le magnésium, le sélénium, le cuivre aussi. Il y aurait aussi la catégorie des rétinoïdes. Là, j'ai parlé de la vitamine A tantôt qu'on pourrait aussi mettre
direct dans cette catégorie-là, là, des vitamines, mais vitamine A, c'est ça, c'est du rétinol essentiellement. Mais il existe toutes sortes de dérivés, en fait, d'où l'appellation plus large des rétinoïdes. Il y a aussi les rétinaldéhydes, tu sais, il y a comme plusieurs dérivés, c'est ça, de vitamine A, puis donc des ingrédients qui vont avoir un effet, en fait, prouvé scientifiquement sur le vieillissement cutané. Autre grande famille d'actifs, c'est les acides. Et là, il y a toutes sortes d'acides. Il y a les acides exfoliants type BHA, AHA, PHA. Il y a les acides gras. Il y a les acides aminés, genre la taurine et tout ça qu'on retrouve parfois dans les cosmétiques. Et il y aurait aussi, mettons, l'acide hyaluronique qui rentre là-dedans, mais qui est une autre catégorie en soi, qui est les polysaccharides. Ouais, les acides polysaccharidiques. Pas facile à dire. Bon, là, j'ai parlé des acides gras, mais il y aurait aussi quand même la famille d'actifs des lipides. Il y a certains lipides, là, je pense à oméga 3, oméga 6 et les céramides, par exemple. Céramides, ça a été prouvé scientifiquement qu'ils ont un impact sur la réparation de la barrière cutanée. Donc, ça peut être considéré comme un actif, comme on pourrait le mettre un peu aussi dans les substances de base, mais en soi, il y a certains lipides qui peuvent être considérés comme des actifs. Ensuite de ça, on aurait les enzymes. Donc, si je pense entre autres à la bromélaïne, tu sais, l'ananas, des fois, là, on a des gommages qu'on dit qui sont enzymatiques, là. Bon, ça, c'est un exemple des propriétés de l'ananas. Et je savais pas la définition exacte d'un enzyme en cosmétique, c'était quoi? Et Google m'a répondu que ça a des propriétés de catalyseur biologique. Donc, c'est ça, comme l'exfoliation enzymatique qu'on fait des fois chez l'esthéticienne. Et bref, finalement, juste avant d'aller au tableau, on pourrait faire une famille d'actifs, en fait, qui s'appelle les extraits botaniques. Ça, souvent, les cosmétiques adorent ça. Ça fait des bonnes story marketing. La poudre de perlimpinpin qu'ils ont ajouté qui justifie le prix du sérum à 300$. Donc, c'est un joke, je fais des blagues, mais c'est parce que c'est pas toujours autant prouvé, ces extraits-là de plantes, originaires de, je sais pas moi, la fleur du Mexique, du désert, de l'extrait de sève de Madagascar, prélevé la nuit par une fée. La seule affaire avec ça, c'est que, ben, des fois, c'est des études qui sont faites à l'interne, puis tu sais, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'une plante a tel effet sur la rétention d'eau que ça va faire la même chose dans notre peau. Fait qu'il faut juste faire attention avec ces claims-là, parce que des fois, c'est ça, c'est pas aussi puissant comme actif que ce qui a déjà été établi dans le domaine, genre le rétinol. Fait que par exemple, je sais pas moi, Caudalie utilise le pépin de raisin, tu sais, qui est riche en polyphénol. Fait qu'il y a ça que je mettrais dans cette catégorie-là, mettons, d'extraits botaniques, parce que des fois, c'est ça, c'est des ingrédients de la nature qui sont très puissants, qui sont très multimolécules, puis qui pourraient être dans bien des catégories. Juste à faire attention un peu, parce que des fois, c'est ça aussi, l'extrait est très très bas dans la liste d'ingrédients. Des fois, ça fait quand même effet, même à ce stade-là, mais des fois aussi, c'est ça, il y a beaucoup de marketing, fait que faut juste faire attention. Donc maintenant qu'on sait tout ça, je pense que c'est le temps de savoir maintenant qu'est-ce qu'on peut mixer ou pas au niveau des actifs. Et donc, je vous ai préparé un petit tableau. Il n'est pas 100% complet parce que j'ai pas listé tous les actifs qui existent, mais on va parler des principaux, puis je pense ceux qui font le plus de troubles si on sait pas les mixer. Mais vous allez voir, honnêtement, c'est pas sorcier. C'est peut-être moins compliqué que ce que vous pensez. Donc si on commence tout de suite avec la très populaire acide hyaluronique, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre ça avec n'importe quoi. C'est vraiment versatile comme ingrédient, fait que je l'ai même pas mis dans le tableau parce qu'il fit avec tout. Par contre, petite précision, moi, j'aime en utiliser, mais je le mets souvent sur peau humide. J'ai vraiment l'impression que ça fonctionne mieux sur moi de cette façon-là, et aussi ça rend le produit vraiment moins visqueux. Sinon, pour ce qui est de la famille d'actifs des protéines et des peptides qu'on a vu tantôt, il n'y a pas de problème en soi là, pour mixer ça, à l'exception des peptides de cuivre qui peuvent être un peu plus tricky, qui vont pas avec tout, mais vous allez le voir, vous allez peut-être le comprendre avec mon tableau, mais des fois, quand on n'est pas capable de mixer deux ingrédients, c'est tout simplement en fait de les utiliser matin versus soir ou sur deux journées différentes. Comme ça, à ce moment-là, il n'y a pas d'interaction. Les actifs qui sont plus forts, donc typiquement, c'est attendu qu'ils fassent une petite réaction comme un échauffement, comme de la desquamation. Je pense entre autres ici à la vitamine A, donc au rétinol, aux acides exfoliants, AHA, BHA, PHA, à la vitamine C aussi qui peut être quand même moins bien tolérée par certaines peaux, dont la mienne. Ça, c'est des ingrédients que, au contraire de l'acide hyaluronique, je vous recommanderais de mettre sur peau sèche et d'attendre, si vous utilisez plusieurs produits, peut-être d'attendre un petit peu entre les couches. Par rapport à la vitamine C, sinon, c'est pas un ingrédient qui est stable en cosmétique, c'est un ingrédient plus tricky. Fait que ça peut être un peu plus dur à combiner. Vous allez voir dans mon tableau, il y a certaines interactions avec ça. Puis si jamais vous utilisez déjà du rétinol, par exemple, une bonne action à prendre, ça serait de mettre la vitamine C le matin et de mettre le rétinol le soir. Parce que les deux ensemble, sauf si vous êtes expérimenté, ça pourrait vous irriter. Et la vitamine C le matin, ben, c'est un excellent duo avec la crème solaire parce que c'est un antioxydant, la vitamine C, et le soleil, ça nous oxyde. Donc c'est un parfait bouclier anti-taches, anti-âge, etc.
etc. Vous remarquerez aussi que dans mon tableau, j'ai mis une catégorie attention, irritation. C'est vraiment parce qu'au début, quand on introduit une nouvelle routine, là, des nouveaux produits, la peau est pas habituée. Mais ça se peut que si vous utilisez du rétinol depuis genre 15 ans, vous êtes capable de mixer avec certains trucs que j'ai mis dans cette colonne-là, parce que ben, c'est ça, typiquement, pour la majorité des gens, ça va ou ça peut causer une réaction. Fait qu'il faut juste faire attention, mais une fois qu'on est habitué, c'est sûr qu'on peut prendre un peu plus de risques. Ça dépend de la sensibilité de tous et chacun là, par rapport à sa peau, tout simplement. Et dernier petit point, vous verrez que j'ai fait juste comme une catégorie pour les acides exfoliants. Je les ai pas déclinés en BHA, PHA, AHA, mais sachez qu'il y a quand même certains exfoliants là-dedans là, qui sont plus doux que d'autres. Donc je pense à l'acide mandélique, je pense au PHA. D'habitude, c'est un peu plus gros en fait comme taille moléculaire, donc ça vient moins irriter, tu sais, ça va moins en profondeur. Donc des fois ça c'est plus facile à combiner que, je sais pas moi, un BHA avec du rétinol par exemple. Fait que voilà, j'espère que le petit tableau va vous aider. Prenez-le en screenshot, gardez-le dans votre poche à quelque part. Mais pour vrai, comme vous comprendrez, c'est vraiment par rapport aux actifs forts qu'il faut faire attention, donc vitamine A, vitamine C, les acides exfoliants et le peroxyde de benzoïle, qu'on n'a pas parlé, mais c'est un actif anti-âge dans le fond. Pardon du lapsus, je voulais dire anti-acné. Ça aussi, c'est comme exfoliant, c'est comme irritant de nature. Donc, si on le mixe avec, je sais pas moi, du rétinol dans la même routine, mettons ton nettoyant, il y aurait du peroxyde, puis après ça, ton sérum a tout de suite un autre acide exfoliant, mettons, ben ça peut faire beaucoup, là. Tu sais, il faut jamais surexfolier la peau, sinon notre barrière cutanée va se venger. J'ai une vidéo d'ailleurs, si jamais c'est votre cas et que vous capotez en ce moment. Vous irez voir ça pour récupérer votre peau en toute quiétude. Je crois que j'ai en masse parlé, fait que vous savez quoi, ma petite finale avec les questions qui reviennent souvent. Je crois finalement en faire un segment exclusif pour mes membres. J'ai des membres super du Ludette avec qui je fais un live par mois avec des sujets beauté qu'on choisit ensemble, donc je vais leur faire un petit cadeau. Mais je pense que c'était assez déjà dense comme vidéo, fait que j'espère que mon tableau et mes explications de famille d'ingrédients vont vous aider à y voir plus clair. Puis si c'est le cas, ben n'hésitez pas à me laisser un thumbs up, à vous abonner. Voilà, si vous avez des questions restantes, allez-y. Puis sinon, ben c'est ça, allez voir derrière les cosmétiques si c'était pas déjà fait, parce que je suis vraiment tannée des gens sur TikTok qui sont juste un peu trop convaincants puis que les gens suivent aveuglément. Ça vaut la peine de s'informer, mais il faut prendre des sources fiables, des sites fiables et pas des applications, c'est ça, qui sont faites par des gens de marketing. Voilà! Merci d'avoir été là tout le monde pour vrai, puis je vous dis à très bientôt. Bye!